ces gens-là, les patrons que j'ai cités là, de ces grandes entreprises qui étaient encore des leaders mondiaux, Péchinet, Alstom, etc., ils sont tous partis avec des dividendes de plusieurs millions d'euros. Après 2008, il y a encore des gens qui se sont beaucoup enrichis, qui n'ont pas connu la crise. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on ne pourra pas baisser les salaires plus. Il faut arrêter. Les salaires ne payent plus, le pouvoir d'achat baisse. Donc il faut se concentrer sur la compétitivité produit. Il faut identifier les voies d'avenir. Donc c'est très bien de dire vive l'apprentissage. Mais quand on a l'honnêteté, on dit vive l'apprentissage, mais aussi pour ses propres enfants, pas que pour les enfants de pauvres. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité avec la multitude des discours qu'on entend de part et d'autre. Se poser, connaître et comprendre est une véritable arme démocratique. Et si l'Instant Porcher est débarqué à la télévision, vous le savez, ce programme s'inscrit dans notre grande ambition, débarquer à la télé aux côtés des chaînes des milliardaires pour s'imposer et proposer un autre traitement de l'information. Le projet avance, mais certains opérateurs restent encore réticents. Notre modèle économique qui n'est fondée ni sur de riches actionnaires ni sur de puissants annonceurs serait fragile. Nous avons répondu que nous avons plus qu'une poignée d'investisseurs et qu'un ensemble de marques partenaires. Nous leur avons dit qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme Le Média. Pour le leur prouver, signez notre pétition sur unetélépourvous.lemediatv.fr. Au programme de l'Instant Porcher aujourd'hui, nouvelles annonces d'Emmanuel Macron tout en se félicitant sur son premier bilan entre emploi, économie, changement climatique autour de l'industrie. La réindustrialisation, c'est le plan annoncé par Emmanuel Macron jeudi dernier. Industrie, ce mot un peu galvaudé qui ne paraît pas intéressant, pas sexy. Et si c'était le cœur de nos mots, la désindustrialisation, ce qui a vidé nos petites et moyennes villes, appauvri les classes prolétaires et moyennes, nous a rendus dépendants de l'extérieur, on l'a vu pendant les crises, et a détruit notre pouvoir d'achat. Thomas, jeudi dernier, Emmanuel Macron a dressé un état de la désindustrialisation en France, une dynamique depuis 40 ans. Avant d'entrer dans le plan du président, peux-tu, toi, nous présenter l'état de l'industrie française et en quoi elle est centrale dans nos vies quotidiennes et en lien avec toutes les questions qui font problème aujourd'hui ? La France a connu ces 30-40 dernières années une forte désindustrialisation. Beaucoup plus forte que certains de ses voisins, beaucoup plus forte que les États-Unis, beaucoup plus forte que l'Allemagne, mais moins forte quand même que le Royaume-Uni ou que l'Italie. Alors cette industrialisation, elle est due à quoi ? Elle est due à la première chose, la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement de l'économie a radicalement changé. Vous avez l'entreprise qui s'est mise à travailler beaucoup plus pour l'actionnaire que pour le reste des parties prenantes. C'est-à-dire que vous aviez le dirigeant qui avant avait un salaire normal et qui avait des plans pour l'entreprise, parfois des plans de long terme, et puis l'actionnaire récupérait une partie du profit. Et tout fonctionnait assez bien comme ça. Les actionnaires ont cru que le manager allait servir son propre intérêt plutôt que leur intérêt à eux. Donc, ils ont inventé une rémunération du dirigeant en fonction de ce qu'on leur donnait aux actionnaires. Donc là, le sort du dirigeant a été relié à celui des actionnaires. Or, les actionnaires ont une volonté d'avoir des gains sur le court terme. Et parfois, une entreprise nécessite des investissements de long terme. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'on est entré dans cette logique actionnariale qui a visé à compresser les coûts. C'est par exemple à faire que quand on avait des grandes industries comme des conglomérats, on les divise en entités homogènes et on élimine l'entité la plus faible, celle qui fait le moins de bénéfices, même si parfois elle fait des bénéfices, pour faire plus de profit et faire remonter la valeur de l'action qui profite à l'actionnaire. Et donc le résultat est là sous nos yeux, c'est que vous regardez entre 1980 et 2000, on a perdu pratiquement 10 points sur l'emploi, on est passé de 22 à 12% la part de l'emploi industriel. Vous avez eu depuis 2008 936 usines qui ont fermé, c'est-à-dire à peu près 5 par mois dans la différence générale, je parle d'usines de plus de 50 salariés. Et puis par rapport à 99, quand on regarde aujourd'hui, on a moins d'industrie qu'en 1999, alors que certains pays, comme les États-Unis ou d'autres, en ont plus, bien sûr. Donc il y a eu une très forte désindustrialisation. Et puis derrière ça, il ne faut pas oublier de dire que ça a joué contre nos champions nationaux, parce qu'on avait un certain nombre de champions nationaux qui étaient des leaders au niveau mondial. Là, je peux citer par exemple Arcelor, Péchinet, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, qui ont été des entreprises qui ont été vendues à la découpe, où les actionnaires ont gagné énormément d'argent, et y compris les dirigeants d'entreprises, et où des usines ont été supprimées. Alcatel, par exemple, entre 1995 et 2013, a supprimé quasiment une usine par an. C'est ça le résultat de 40 ans de logique actionnariale dans l'industrie. Entrons dans la stratégie et le plan d'Emmanuel Macron pour réindustrialiser la France. Tout d'abord, le président partage ce constat de la désindustrialisation et affirme que la France a le bonnet d'âne par rapport à ses voisins, comme tu l'as dit. Il y a eu une crise et une désindustrialisation qui a frappé beaucoup d'économies,
mais nous avons subi une désindustrialisation plus importante. Parfois, on l'a laissé faire. Il y a eu un choix presque idéologique de dire finalement l'industrie, ce ne sont pas les bons emplois. Il vaut mieux aller vers le service, être un pays au fond de service et de tourisme. Et puis, ça a été aussi subi. Et vous le voyez, on a perdu 12 points à la part de l'industrie dans le PIB français en un peu plus de 40 ans, et en effet, des pertes d'emplois industriels qui vont avec. Et donc, cette désindustrialisation, elle fait que depuis la fin 2000 jusqu'à l'été 2017, nous avons perdu chaque trimestre des emplois industriels, et qu'il y a eu, au fond, près d'1 million d'emplois industriels en moins durant cette période. Constat posé, alors comment on fait? On entend à cause des réformes qu'on n'a pas faites, vous le voyez venir. Dans ce discours, Emmanuel Macron avance un plan sur 4 piliers: l'investissement, l'Europe, un pilier territorial et surtout la compétitivité. Bien souvent, il y avait une forme d'incohérence dans le débat public français. Il faut être honnête, c'est-à-dire on défendait tous l'industrie, mais on était contre les réformes qui le permettaient. C'est-à-dire on était pour l'industrie, mais pour taxer beaucoup plus le capital. On était pour l'industrie, mais pour complexifier le droit du travail. Bon, l'expérience a été faite, ça ne marche pas. Si vous avez un droit du travail plus compliqué que les voisins, si vous taxez plus le travail et le capital, vous créez moins d'emplois parce que les industriels vont s'installer ailleurs. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté, j'entends les gens qui disent qu'il faudrait un tournant, ceci, cela. Ce qui marche le mieux, c'est de ne pas le casser. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, j'aurai une politique de constance sur le plan macroéconomique. Qu'a besoin de faire notre pays? De continuer d'être compétitif sur le capital, le travail, l'innovation, de continuer d'être fiable et clair sur sa stratégie et d'augmenter la quantité de travail. Et c'est dans cette stratégie que s'inscrit la réforme des retraites. Je le dis aussi avec beaucoup de clarté en l'assumant de manière très claire et très tranquille. Si la France s'est désindustrialisée et a une faiblesse par rapport aux voisins, et les 10 points de PIB par habitant d'écart avec l'Allemagne, c'est que nous travaillons moins que nos voisins dans le cycle de vie. C'est qu'il y a moins de jeunes qui sont dans l'emploi, c'est qu'on travaille moins dans les âges clés, et c'est qu'on travaille moins longtemps. Et ce n'est pas vrai qu'on réindustrialisera si on concentre ça. Et ce n'est pas vrai qu'on aura le modèle social le plus ambitieux d'Europe si on dit c'est formidable et ça va vivre de toute éternité. Non. Donc on doit aussi réussir la bataille pour aller vers le plein emploi et plus d'emplois. Mais donc on doit aussi avoir une industrie compétitive. Nous allons donc tenir la ligne des baisses d'impôts, confirmer la baisse de la CVAE, offrir de la visibilité aux industriels pour qu'ils bénéficient d'une électricité décarbonée à des prix compétitifs. Et ça s'appuie sur des politiques ciblées d'aide quand il y a des envolées à très court terme, ce qu'on a assumé, une politique de réforme du marché européen qui est indispensable parce qu'elle va permettre d'éviter la volatilité, parce que compte tenu de notre structure de production et de nos coûts de production, il n'y a aucune raison qu'on ait de la volatilité, nous, en France. Et donc la réforme du marché de l'électricité européen nous permettra de réduire la volatilité des prix et de les rapprocher des coûts de production et de notre mix électrique. Simplement, il faut faire le pont jusqu'à début d'année prochaine quand elle rentrera en vigueur. Et c'est le déploiement de notre stratégie propre qui est de continuer d'avoir de la production souveraine décarbonée, nucléaire et renouvelable. Emmanuel Macron se félicite, je cite, d'une vraie politique de compétitivité, de baisser le coût du travail et du capital entre les réformes, on l'a entendu, qui ont été bénéfiques selon lui, et en citant aussi la formation professionnelle et le mix énergétique. Sur l'énergie, on y reviendra après. Mais qu'est-ce que tu penses de ces extraits et son avis surtout sur la compétitivité comme une des solutions? Alors déjà, je vais revenir sur le premier extrait. Sur le premier extrait, ce qui est intéressant, parce que grosso modo, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de gens qui se sont enrichis avec la fermeture des usines. C'est un espèce d'état naturel qui serait dû au fait que voilà, on avait un droit du travail trop rigide, on avait des normes trop compliquées sur le marché du travail, sur le droit du travail, il y avait trop d'impôts, et donc les entreprises partaient comme ça, les pauvres, elles s'échappaient. Alors que c'est faux. Il y a eu quand même une théorie, à un moment, de ce que j'ai dit dans la première question, c'est-à-dire une théorie du changement de l'entreprise, qui était une entreprise qui était moins managériale, mais plus actionnariale, où il fallait dégager sur du court terme de la valeur qui profitait majoritairement aux actionnaires, et tout ça a été théorisé. Je veux dire, le patron d'Alcatel, Serge Tchourouk, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit publiquement, il rêvait d'une entreprise sans usine. C'est-à-dire qu'il voulait une holding financière, des sous-traitants et plus d'usines. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous fermez toutes les usines, vous les délocalisez à l'étranger, vous trouvez des sous-traitants à l'étranger, donc vous n'avez plus de coûts, vous avez baissé majoritairement les coûts, ce qui fait que vous faites un plus grand profit sur le court terme, qui profite aux actionnaires. Et ces gens-là, les patrons que j'ai cités là, de ces grandes entreprises qui étaient encore des leaders mondiaux, Péchinet, Alstom, etc., ils sont tous partis avec des dividendes de plusieurs millions d'euros.
Donc, ça veut dire qu'il y a un moment des gens qui ont théorisé ça, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques qui ont laissé faire en disant c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, donc il ne faut pas faire autre chose, et que nous avons perdu des géants de l'industrie. Et avec ces géants-là, nous avons perdu les PME qui travaillaient avec ces géants. Parce que vous savez, Alcatel, c'était numéro 1 de la fibre optique. Aujourd'hui, on a besoin de la fibre optique. C'était un acteur majeur de la téléphonie. Aujourd'hui, quand on voit qu'on n'a que des téléphones américains ou coréens ou chinois et qu'on est incapable de faire un téléphone potable en Europe, il faut s'interroger aussi là-dessus. C'est la vision de court terme qui a enrichi un petit nombre d'individus qui s'est fait contre la vision de long terme et les salariés, puisque les usines ont été fermées. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc il y a des responsables, il y a des gens qui ont théorisé ça, des économistes qui ont dit qu'il fallait se concentrer, et même de gauche, j'ai pas envie de citer de nom parce qu'on va être gentil, qui ont dit qu'il fallait théoriser en fait les emplois sur les secteurs à forte valeur ajoutée, le marketing, le digital, la recherche, et que le reste fallait tout délocaliser comme si on était dans un monde où il n'y avait pas de rapport de force et pas de géopolitique. Heureusement, je ne sais pas de cela. Et la constance, ça fait du bien parfois. Donc tout ça, ça a été théorisé par des classes intellectuelles et des dirigeants politiques et des dirigeants d'entreprises qui en profitaient. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un état de fait de la nature. Donc ça, il faut le rappeler. La deuxième chose, sur la compétitivité. Emmanuel Macron, quand il dit après 2008, il y a plus d'entreprises qui ont quitté notre territoire. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Encore une fois, il y a eu des dirigeants qui en ont profité. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Il y a eu une crise majeure. Cette crise majeure a fait que l'économie a été en récession. Comme elle a été en récession, l'argent public a soutenu un certain nombre de secteurs, par exemple le secteur automobile, avec de l'argent public. Qu'ont fait une grosse partie des dirigeants avec cet argent ? Ils ont récupéré l'argent, ce qui leur a permis de combler l'effet de la baisse du carnet de commandes. Mais comme il fallait encore faire des économies, elles ont délocalisé en même temps. Elles ont même délocalisé parfois en Europe, parce qu'en Europe, on peut délocaliser facilement. Donc elles ont profité d'un État qui était plutôt sympathique, un État protecteur en France, tout en, de l'autre côté, délocalisant pour faire encore plus de bénéfices. Et donc elles ont profité finalement de l'argent de l'État sans vouloir payer les impôts qui étaient dus, et elles sont délocalisées. Ce qui fait que dans cette affaire-là, après 2008, il y a encore des gens qui se sont beaucoup enrichis, qui n'ont pas connu la crise. Et ça, il faut le dire, qui n'ont pas été fair-play. Et ça, il faut le dire. Et là, Macron, il a encore une fois, il oublie de rappeler qu'il y a des gens qui en profitent. C'est assez bizarre. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais dire, et après je répondrai à ta question, c'est que Macron, il n'a jamais parlé d'industrie en 2017. Il a parlé de la Startup Nation. La Startup Nation, c'est quoi ? C'est plein de petites entreprises, plein de petites PME, plein de petites micro-entreprises, l'ubérisation de l'économie. Il a théorisé ça, il n'a pas parlé de l'industrie. Or, l'industrie était importante, et elle est toujours importante. Elle est importante en termes d'emploi, parce que c'est quasiment 50% des emplois quand on prend les très grandes entreprises et les moyennes entreprises. Et Macron n'en a pas parlé. Donc là, il se rattrape en disant « Oui, l'industrie, c'est important, rien n'est de ma faute et je vais garder une constance. » Mais la réalité, c'est que l'industrie n'intéressait pas trop avant, c'était plutôt la Startup Nation. Sur la compétitivité. La compétitivité que voit Macron, il n'en voit qu'une seule, c'est la compétitivité coût. Il y a deux types de compétitivité. Il y a la compétitivité sur les coûts. Je veux baisser mes coûts pour être plus compétitif que mon voisin. Et la compétitivité sur les produits. Je veux avoir un produit de meilleure qualité que mes voisins vont demander. Par exemple, quand vous comparez une Mercedes et une Renault, la Mercedes, là, c'est une compétitivité produit. Elle est plus chère que la Renault, pourtant les gens veulent plus d'une Mercedes que de la Renault. Donc c'est un produit de meilleure qualité. Donc quand on veut être un pays en général émergent ou pauvre, on se concentre sur la compétitivité coût. On baisse nos coûts massivement pour attirer nos investissements directs étrangers. Quand on a un pays qui veut être en amont de l'innovation, c'est plutôt l'inverse. Il faut aller plutôt sur la compétitivité produit. Et ça nécessite quoi ? Des investissements publics forts en amont de la chaîne de production pour créer de l'innovation, type Internet, énergie renouvelable et ainsi de suite. Et il faut un État stratège, choisir des gagnants. Ce n'est pas qu'une question de je baisse les coûts. Parce qu'à ce jeu-là, on va baisser les coûts, on pourrait être plus compétitif que la Roumanie, puis après plus que la Chine, puis après il faut fabriquer des vêtements moins chers que chez In, et ainsi de suite. Et parce que en fait, ce que font les Chinois aujourd'hui, c'est qu'ils nous prennent à notre propre jeu de la compétitivité. Ils disent, voilà, vous êtes venus chez nous fabriquer moins cher, nous on fabrique chez nous maintenant, avec nos propres marques encore moins cher que vous. C'est ça qu'ils nous disent. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une bonne issue ? Non, c'est pas une bonne issue pour les droits sociaux, et c'est pas une bonne issue pour l'environnement. Donc la compétitivité coût, elle a ses limites. Aujourd'hui, on ne pourra pas baisser les salaires plus. Il faut arrêter. Les salaires ne payent plus, le pouvoir d'achat baisse. Donc il faut se concentrer sur la compétitivité produit. Sauf que ça demande un peu plus de réflexion.
Et c'est beaucoup plus compliqué que de casser le droit du travail ou de baisser les impôts. Il parle aussi d'apprentissage, de formation professionnelle avec la réforme du lycée professionnel, les filières courtes universitaires pour, je cite, rapprocher les étudiants des entreprises et orienter sur les métiers d'avenir de l'industrie adaptés aux besoins dans tous les territoires avec un investissement de 700 millions d'euros pour une carte des besoins et des formations adaptées selon eux. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce volet alors, moi, je me dis très bien, c'est sympathique. Alors ça, c'est encore des grands mots. Alors, métiers d'avenir. Ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, lesquelles ? Quelles filières ? Citez-moi les filières. Alors là, parce que Macron, on a eu du mal parfois à voir l'avenir sur 5 ans. Vous savez, entre ce qu'a dit Macron, par exemple, sur le nucléaire, si en 2017, ce n'était pas une filière d'avenir, il y avait des éoliennes dans son clip de campagne, puis maintenant, c'est une filière d'avenir. Donc, citez-moi une filière d'avenir, parce qu'un processus d'études, c'est à peu près 5 ans, et puis après, il faut au moins 10 ans, quoi, grosso modo. Donc, qu'on m'identifie, moi, très clairement, avant que je mette mon enfant de 12 ans dans une filière professionnelle, parce que c'est à 12 ans que ça se fait l'arbitrage, qu'on me dise quelles sont les filières d'avenir. Parce que là, c'est pas clair. Alors on va me dire, oui, l'industrie, c'est l'avenir. Ok, mais c'est quoi dans l'industrie ? C'est les usines qui font les roues des trains qui sont en train de fermer l'avenir ? Bizarrement, non. Donc c'est quoi ? Il faut nous dire c'est quoi. Donc identifions les secteurs d'avenir. Il faut avoir confiance dans la stratégie du politique. Parce que moi, je pense que si on avait un stratège à la tête de l'État, peut-être qu'on y... Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et puis, ça risque de changer. Donc, moi, je trouve que l'apprentissage et les filières professionnalisantes, c'est une bonne chose. Elles ont souvent eu une mauvaise réputation. Mais pourquoi elles ont une mauvaise réputation ? Parce que les orientations se font souvent trop tôt. Enfin, aujourd'hui, comment on peut orienter un enfant de 13 ans dans une filière professionnelle ? Qui, à 13 ans, dans les classes dirigeantes, est capable de dire ce qu'il va faire. Même quand des gens rentrent en première année d'études à l'université, certains ne savent pas ce qu'ils veulent faire, même parfois en master. Donc quoi, vous allez orienter un jeune de 12 ans dans des voies de garage. Donc il faut que des voies professionnalisantes, mais il faut leur assurer une possibilité de changer, ce qui n'est jamais le cas, parce qu'on les spécialise très très tôt. Et puis après, il faut identifier les voies d'avenir, parce qu'on a sacrifié combien de jeunes en les mettant dans des CAP, etc., où aujourd'hui on n'a plus besoin d'eux, parce que les usines se sont délocalisées en même temps. Combien on a sacrifié de jeunes ? Donc c'est très bien de dire vive l'apprentissage, mais quand on a l'honnêteté, on dit vive l'apprentissage, mais aussi pour ses propres enfants, pas que pour les enfants de pauvres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été beaucoup pour les enfants de pauvres. Sur les autres piliers, il y a l'investissement où le président met en avant les batteries. Justement, tu parlais de filières. Les batteries, l'intelligence artificielle, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire. Avec le plan France Relance, Macron annonce 800 projets de relocalisation. L'Europe, l'autre pilier, le président veut une politique européenne industrielle forte et unie. Et le dernier pilier, c'est territorial. Macron parle du programme Territoire d'industrie avec un investissement de 100 millions d'euros cette année avec des projets de réindustrialisation à fort impact territorial. En prenant des exemples réussis de ces dernières années, comme Dunkerque, le président fait valoir la création ou le maintien d'environ 16 000 emplois sur 10 ans alors que la ville avait perdu près de 6 000 emplois industriels en 20 ans. Et je le cite, avec France Relance et nos coques bleues de la French Fab venus irriguer tout cela. En effet, le président félicite notre pays devenu entrepreneurial, où l'on est en tête des créations de start-up et entreprises, et parle même de start-up industrielles. On a un peu vu toute la stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. Dans les créations d'entreprises, déjà, il faut faire attention, parce qu'il y a effectivement beaucoup de créations d'entreprises, mais il y a beaucoup de créations de très petites entreprises. Alors, j'ai rien contre, mais souvent, c'est plus un choix contraint qu'un choix réel. Par exemple, si vous créez votre auto-entreprise chez Uber, on voit très bien que c'est une forme de salariat caché. Donc derrière l'auto-entrepreneuriat, il y a beaucoup aussi la précarité quelque part. Et le fait que certaines entreprises ne veulent pas embaucher dans des salaires fixes et préfèrent avoir recours à des prestataires, puisqu'elles n'ont pas d'impôts à payer, c'est le prestataire qui paye les impôts. Donc il faut faire attention à ce qui se cache derrière la création d'entreprises. Mais effectivement, s'il y a une création d'entreprise et que les gens sont heureux de créer leur PME, tout va bien, parce que les PME sont très importantes, c'est le tissu économique de notre pays. Maintenant, sur le plan de transition, moi, je fais très attention à cette espèce de saupoudrage où on mettrait plein de filières comme ça à droite et à gauche et où derrière, il n'y a pas les moyens. Alors, bien sûr, il y a des chiffres qui ont été annoncés, il y a quelques moyens qui ont été annoncés, mais c'est important de voir sur combien de temps et est-ce que ça va vraiment être fait. Il nous a dit, je vais faire les réformes, après il y aura le plan d'investissement. Le plan d'investissement, il y a eu le Covid, etc., mais il n'a pas eu lieu. Mais les réformes, elles, ont bien été faites. Donc, il faut faire attention à ce qui est mis dedans. Et puis après, sur les usines, effectivement, là, on crée plus d'usines qu'on en perd, et c'est une bonne nouvelle. Mais il faut voir tout ce qu'on avait perdu en 2008. C'est aussi ça, en fait. Emmanuel Macron, il s'accapare souvent des résultats qui sont plutôt de l'ordre du phénomène de rattrapage que dû à sa propre politique. Bon, ils sont là, ces résultats sont clairs. Mais quand vous avez, par exemple, Emmanuel Macron aime bien dire « nous avons créé 1,7 million d'emplois ». Très bien. Mais entre 2008 et 2015, il y a eu 1,5 million d'emplois détruits. Donc l'économie a plongé,
elle se redresse, et quand elle se redresse, les emplois se recréent. Mais il n'a pas créé 1,7 million d'emplois sur une situation qui était stable. Il l'a créé sur une perte d'1,5 million d'emplois, ce qui n'est pas pareil. Et pour les usines, c'est pareil. Il y avait toujours moins d'usines en 2016 qu'en 2008. Il y avait moins d'usines en France en 2016 qu'en 2008, qu'avant la crise 2008. Donc lui, là, effectivement, il y a un phénomène de rattrapage maintenant. Et donc, il crée des usines plus qu'à l'époque, mais il les crée sur une forte baisse. Donc, il ne faut pas confondre effet de rattrapage et résultat d'une politique économique qui serait adéquate. Peut-être que même sans rien changer, le phénomène de rattrapage aurait été tout aussi bon. On ne pourra jamais le savoir. Mais Macron est arrivé sur une situation de crise, et derrière une crise, il y a toujours une légère remontée. C'est normal. Nous avons des résultats, un chômage qui recule, je le disais, d'un peu plus de 2 points, une croissance qui reste solide, 1 700 000 emplois qui ont été créés, et surtout, on recrée de manière nette des usines, 200 créations nettes d'usines en 2021-2022, 300 depuis 2017, ce qui veut dire qu'on a réparer la moitié des destructions d'usines faites depuis la crise financière. Et environ 90 000 emplois industriels créés depuis 2017, ce qui fait que si on poursuit ces efforts, au fond, on aura réparé les conséquences de la crise financière et du décrochage post-crise financière à horizon 2027. Ma conviction, c'est que, compte tenu de l'accélération que j'évoquais, on peut et on doit aller beaucoup plus loin sur de nombreux territoires à horizon 2030. Ensuite, on a des vrais résultats en matière d'attractivité. Le fruit de cette politique, c'est ce qu'on voit à travers Choose France, ce qu'on verra avec les ministres encore lundi. Pour la 4e année consécutive, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement. Et je pense qu'on dépassera lundi les records d'investissement. 75% de ces investissements et de leurs conséquences en termes d'emploi, ce sont dans des villes moyennes de province et dans tous les territoires. Et donc ce sont des vies qu'on change un peu partout sur notre sol. Oui, justement, Emmanuel Macron, en arborant ces chiffres, etc., dit qu'il faut casser les représentations et qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui nous attendent dans l'industrie. T'y crois ou pas ? Il faudrait, parce que ce que constataient beaucoup d'économistes dans les chiffres, et ce que beaucoup de gens avaient dit depuis longtemps, qu'il fallait réindustrialiser, qu'il fallait un État stratège, que l'industrie n'était pas l'ennemi de la transition écologique. C'était à peu près tout ça qu'ont dit les économistes atterrés. D'autres disaient non, c'est fini, on ne va pas ressortir les vieilles productions à l'ancienne, l'usine c'est germinal, il fallait se concentrer sur les services et sur la Startup Nation. Lui, Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'il disait. Mais c'est pendant le Covid qu'on a vu que l'industrie était nécessaire, avec la production de masques, de respirateurs, de médicaments. Je veux dire, on était un des plus grands producteurs de médicaments au monde. Aujourd'hui, on a délocalisé quasiment toutes nos productions en Inde. Et on s'est rendu compte que les pays, eux, ils avaient une politique nationale et qu'ils ne pensaient pas que c'était que des ateliers pour l'Europe. Macron, quelque part, a été le vecteur de cette politique et il n'a fait qu'encourager, avec ses réformes, plus de flexibilité et moins d'intervention sur l'économie. Or, l'économie, elle est dans le sens de la délocalisation. Dans un monde parfait, où il y aurait un État stratège d'investissement public important et un vrai plan stratégique qui viserait à combiner entre elles les entreprises importantes, celles qui vont fabriquer, par exemple, des rails, du fer et ainsi de suite, avec le développement du rail. Enfin, vraiment une vision à 180 degrés de l'objectif final que l'on veut en termes industriels. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Bien sûr que c'est important. Mais comme je sais qu'on a un gouvernement qui est plus dans l'effet d'annonce et qui annonce souvent des coquilles vides, non financées ou très peu financées, et pour avoir après une belle feuille de route et dire « Regardez, j'ai fait ci, ça », j'ai du mal à y croire. Je veux dire, l'industrie, on est sur des processus très longs, on est sur du 10 ans. Si on était vraiment dans un monde parfait, ce serait génial, parce que vous dites par exemple telle filière, l'État va être derrière elle, on va l'encourager. On va créer, on va dire, une espèce de Silicon Valley, je ne sais pas moi, de la production d'éoliennes ou de panneaux solaires. Faites tant d'études, on a besoin de tel type de travaux. Faites telle étude. Là, vous pouvez créer en 10 ans, effectivement, en encourageant les gens, des filières ultra compétitives. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la volonté du président de la République, qui n'est là que près 4 ans. Et les stop and go ont montré, en fait, dans les années précédentes, que les politiques pouvaient changer comme des girouettes et on pouvait abandonner des filières. Et quand on abandonne les filières, on abandonne les formations qui vont avec et les gens qui se sont formés à ça. Dans son discours, Emmanuel Macron dit qu'on ne peut pas avoir un modèle social fort en désindustrialisation. Bon, on vient de voir en quoi consistaient ces solutions selon lui. Dans ce discours, Emmanuel Macron parle beaucoup de changement climatique, d'énergie décarbonée, de géopolitique, avec la politique des États-Unis de prioriser leur industrie nationale, et que la réindustrialisation présente des enjeux économiques, nationaux, territoriaux, géopolitiques. Qu'est-ce qu'il veut dire dans tout ça, selon toi ? En fait, moi, ce que je ne peux plus supporter avec
tous ces politiques, c'est qu'ils découvrent tout au dernier moment, alors que tout ça était prévisible. Alors après, ils font toujours les malins en disant fallait me le dire avant. Enfin, vous savez, quand il y a eu ce tournant dans les années 90, c'est ce qu'apprennent tous les économistes à l'école. La mondialisation, le libre-échange amène à un conflit d'intérêts. Il amène un conflit d'intérêts entre les gens qui profitent de l'exportation, de l'ouverture. Quand vous êtes sur un marché porteur, vous allez exporter à d'autres pays. Donc là, ceux qui travaillent dans ces industries-là, ils sont gagnants parce qu'ils ont accès à des nouveaux marchés, ils gagnent plus d'argent. Et ceux qui subissent l'importation, quand vous travaillez dans un bien, je sais pas moi, du textile, et que vous subissez les importations de textiles venant du Bangladesh, là, vous avez des chocs de compétitivité et vous subissez la mondialisation. Donc, dans la théorie sur le libre-échange, vous avez dès le début des gagnants et des perdants. Et les perdants, c'était ceux qui subissaient les importations. Donc, les perdants, c'est toutes les usines que nous avons vues. Et c'est le cas depuis des années. Alors, les gens ont choisi la mondialisation en se disant que ça allait porter atteinte à une partie de la population, mais que dans l'ensemble, tout le monde allait être gagnant parce qu'on allait avoir des biens moins chers, etc. Mais si on avait été malin, c'est ce qu'a un peu dit hier Emmanuel Macron ou d'autres, il faudrait accompagner les gens qui sont perdants. Or, à ce moment-là, l'État s'est désengagé. Parce que les services publics qui ont fermé, ce n'est pas parce que les industries ont fermé uniquement. C'est parce que si l'État a mis moins de moyens, alors qu'il aurait dû mettre plus de moyens pour protéger ces territoires. Donc, les usines ferment, les territoires ont moins de services publics et on laisse les gens comme ça livrés à eux-mêmes en leur disant voilà, trouvez un boulot ou soyez mobile ou allez vous installer ailleurs. Donc tout ça a été prévu depuis longtemps, depuis très longtemps. Et le minimum que l'on attend d'un président, c'est d'anticiper ces problèmes-là. Or, ça n'a pas été anticipé du tout. On est arrivé en nous disant que c'est comme ça que fonctionne le monde. L'autre politique est un mirage, on peut pas faire autre chose. Et donc, il faut aller se développer avec des petites PME sur des produits innovants tels le digital. On se rend compte que c'est pas du tout ça. Quand il présente son discours, dans la première minute, il fait ce constat de la désindustrialisation comme s'il n'avait pas été ministre de l'économie, comme s'il n'avait jamais touché au gouvernement et qu'il venait d'arriver. Ça me fait penser à la phrase... Et qu'il n'avait jamais fait d'études. Parce que normalement, qu'il n'avait jamais fait d'études, notamment dans l'économie. Et ça me fait penser à la phrase quand il avait dit « Qui peut prédire du changement climatique ?» Et justement, sur le climat, ça a été très présent dans son discours, l'aspect climat, avec l'annonce du projet de loi Industrie verte. Comme j'ai dit, Emmanuel Macron met en avant le mix énergétique en mettant en avant et le fait de déployer le renouvelable et le fait de continuer à renforcer le nucléaire. Il met aussi en avant l'hydrogène, l'énergie décarbonée. Le chef de l'État mise sur une décarbonisation des transports et de l'industrie, je le cite, avec comme objectif affiché de prendre la tête de la course des voitures électriques. Tu disais, quelle filière ? Là, il l'a annoncé, véhicules électriques, batteries, avec 3 projets de gigafactories. Il annonce une autonomie de la production des batteries en 2027 et même une capacité d'exportation dès 2030. Même ton pour l'hydrogène ou encore le bois avec des filières qui veut sécuriser à partir de l'amont de la production jusqu'à la fin. Et dans le projet de loi figurent aussi des crédits d'impôt pour l'industrie dite verte, par exemple. Ça peut être difficile à entendre quand on a assisté et qu'on assiste encore à la désindustrialisation autour des matières premières pour l'automobile, par exemple, et qu'on voit les dégâts sociaux dans nos petites villes, parce qu'on ne dit pas, mais il y a des gros dégâts humains. Tout cela en demandant une pause réglementaire des règles européennes sur l'environnement. Pourquoi l'Union européenne aurait fait plus que tous ses voisins et qu'elle a désormais besoin de stabilité, je le cite. Peux-tu nous dire là ce que tu penses de ces premières annonces autour de la stratégie autour de l'industrie dite verte ? Ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est cette histoire de batterie. Après, il faut que les acteurs de l'automobile, et notamment les acteurs français, parce qu'il y en a 2 dont l'État est actionnaire, c'est quand même dingue, hein, il faut qu'ils soient raccords avec ça. C'est-à-dire que si on fait des batteries, mais qu'il y a des batteries chinoises qui sont moins chères, et qu'on laisse nos constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire, comme ils le font déjà, délocaliser leurs usines et aller acheter des batteries moins chères chinoises, à quoi ça sert ? L'important aussi, c'est ça, une politique industrielle et un plan global, c'est vraiment de mettre en place toutes les complémentarités des industries entre elles, et notamment les industries françaises dont l'État est actionnaire. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit la tasse de thé d'Emmanuel Macron. Maintenant, nous verrons dans les prochaines années si effectivement il arrivera à tenir son pari. Maintenant, nous le savons, l'industrie verte n'est jamais verte à 100%, et il va certes falloir, et c'est une bonne chose, qu'une grosse partie des industries fassent leur transition, mais que nous ne pourrons pas tous rouler en voiture électrique. Si nous roulons tous en voiture électrique, ce sera quand même des éléments très polluants, et que derrière, il faut aussi développer d'autres choses, d'autres éléments, comme par exemple les transports en commun. C'est important, hein. Ça par exemple, on a très peu parlé ou pas parlé hier, et ça c'est très important. Peut-être en arrêtant la mise en concurrence de la SNCF et en redonnant peut-être de l'argent à la SNCF pour que ça devienne le bras armé de la transition, et faire en sorte de maîtriser notre consommation et nos usages, en repensant un petit peu le travail
et en faisant en sorte que les gens n'aient plus besoin d'utiliser constamment leur voiture pour aller travailler. Donc ça ne peut pas être qu'un changement de l'industrie et le reste du monde qui reste le même, c'est-à-dire une économie où on consommerait tout le temps, on s'appuierait tout le temps sur les ressources naturelles pour consommer, et on aurait une économie de type complètement linéaire. Il va falloir aussi maîtriser notre consommation via la rénovation des bâtiments, via les changements de travail et via le développement des transports en commun. Mais ça nécessite de l'investissement public. Et l'investissement public, si on est dans des entreprises publiques, ça profite moins aux dirigeants et aux actionnaires que de saupoudrer des entreprises privées. Je doute du contrôle qu'auront notre gouvernement sur les entreprises, puisqu'on leur a donné beaucoup d'argent, on leur a exigé quelque chose parfois comme augmenter les salaires, et bizarrement, elles ont du mal à le faire. Donc ce gouvernement, il a souvent donné, et donné sans aucune contrainte. Donc il faut faire attention à ça. Justement, sur les transports publics, on n'a pas entendu beaucoup parler, même pas du tout du rail, etc., dont l'industrie et les matières premières sont complètement absentes en France. Notamment, je pense aux fonderies-fontes qui ont complètement disparu en France. Mais je vais me faire quand même l'avocat du diable. Quand les États-Unis avaient annoncé leur Inflation Reduction Act, donc cette politique qui consiste à soutenir les industries dites vertes et nationales, tu disais qu'Emmanuel Macron devait faire la même chose. Est-ce que il est en train de le faire? Par exemple, il annonce par exemple que les batteries faites ailleurs qu'en Europe ne seront pas soutenues. Par exemple, il n'y aura plus de bonus automobile pour une voiture dont la batterie a été fabriquée en Chine. Si Macron se réveille et rejoint des politiques économiques beaucoup plus en faveur de la majorité que ce qu'il a fait avant, qui n'avantageait qu'une minorité, c'est très bien. Après, encore une fois, moi je demande à voir, parce que nous avons quand même un gouvernement qui est spécialiste des beaux discours, qui est spécialiste des plans relance où il n'y a pas trop d'argent, qui est spécialiste des plans industriels qui sont des coquilles vides. Et moi, j'ai envie de voir. Là, on prévoit des montants sur 5 ans de plus de 50 milliards. J'attends de voir, et j'attends de voir ce que ça va financer aussi. Donc, nous verrons, pourquoi pas. Voilà, maintenant, quand Emmanuel Macron fixe l'Europe comme une espèce que l'Europe se protégerait des batteries d'autres pays, est-ce que tous les pays européens sont d'accord ? C'est pas encore sûr. Et puis après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays européens qui font des batteries moins chères que la France, qui, elles, pourront rentrer en compétition avec les Français? Parce que rappelons-le, et ça il faut le dire, que la plupart des délocalisations, elles se sont faites en Europe. Donc quand vous parlez de souveraineté européenne, c'est très joli comme mot, ça sonne bien, ça fait plaisir à tout le monde. Mais souveraineté européenne, si vous perdez une usine pour l'ouvrir en Roumanie ou au Portugal, vous gardez la même souveraineté européenne, sauf que vous perdez des emplois en France et un autre pays en gagne. Quand vous avez un Roumain qui est payé 2 fois moins cher qu'un Français, vous mettez en compétition. Et le marché unique a été fait pour ça. Vous mettez en compétition des Roumains avec des Français, et ce n'est pas une bonne chose pour les Français. Donc il faut faire attention, parce que l'échelle géographique de Macron, en parlant des territoires, puis après de la France, puis après de l'Europe, c'est une échelle qui veut un peu tout et rien dire. Donc il faut faire très attention aux belles phrases comme ça, qui sonnent vraies, mais dont le contenu, finalement, quand on creuse, on ne trouve pas grand-chose. Vous le savez, ce programme s'inscrit dans notre grande ambition, débarquer à la télé aux côtés des chaînes des milliardaires pour s'imposer et proposer un autre traitement de l'information. Pour montrer qu'une chaîne de télé indépendante, financée seulement par la force citoyenne, est possible. Le projet avance, mais certains opérateurs restent encore réticents. Notre modèle économique, qui n'est fondé ni sur de riches actionnaires, ni sur de puissants annonceurs, serait fragile. Nous avons répondu que nous avons plus qu'une poignée d'investisseurs ou qu'un ensemble de marques partenaires. Nous leur avons dit qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme Le Média. Pour le leur prouver, signez notre pétition sur unetélépourvous.lemediatv.fr et vous pouvez faire signer vos proches. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions, alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. Vous êtes notre seule force pour garantir une information libre et indépendante. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partage et puis autour de vous, c'est également indispensable. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires, vos pouces en l'air sous la vidéo, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.